Merci de nous accueillir chez vous. Vous suivez Yegle TV. Bienvenue à cette session d'information que nous ouvrons d'ailleurs avec cette triste nouvelle. La presse, la famille Kounta de Ndiassane ainsi que toute la Oumma islamique sont en deuil. Nourdine Ahmed Bachir Kounta, sa révérence, il a rejoint son Seigneur ce jeudi après avoir subi une intervention chirurgicale. Ahmed Bachir Kounta est présenté comme un modèle qui a inspiré des générations de journalistes. Son portrait est signé par Alioune Badara Dian. La presse, la famille Kounta de Ndiassane ainsi que toute la Oumma islamique sont en deuil. Ahmed Bachir Kounta a en effet tiré sa révérence. Il a rejoint son Seigneur après avoir subi une intervention chirurgicale. Membre de la famille maraboutique de Ndiassane, dont il fut pendant plusieurs années le porte-parole, Ahmed Bachir Kounta excellait comme présentateur du journal en langue nationale Wolof et commentateur attitré des discours officiels et des grands événements nationaux comme les fêtes nationales. Il animait en même temps des émissions religieuses faisant valoir sa grande érudition et sa parfaite maîtrise de l'arabe, du français et du wolof. Bachir Kounta est présenté comme un modèle qui a inspiré des générations de journalistes. Il a connu les premiers temps de la radio et de la télévision dans sa version moderne, a dit du défunt Babacar Diagne, ancien directeur général de la radio-télévision sénégalaise, actuellement président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA. Il fut un homme élégant au vrai sens du terme, de son port vestimentaire comme dans son verbe, a ajouté Babacar Diagne, rendant hommage à un homme de son temps, un homme qui sait ce que parler veut dire. Ahmed Bachir Kounta est décédé ce jeudi 17 janvier 2019 par ma voix. Tout le personnel de groupe Yegle présente ses sincères condoléances à la famille du défunt. Le drame à la Patoudoua pousse l'association pour l'insertion des enfants à tirer la sonnette d'alarme. Pour son président Isiaka Koulibaly, les parents sont les seuls responsables de ce qui se passe présentement. Toutefois, il souligne que leur vœu est d'aider dans le but de lutter contre la délinquance juvénile. Djibril Dem et Amdi Moustapha Agnan au reportage. Encore un autre drame qui s'ajoute à celui de Demba Diop. Cette fois-ci, il s'agit de la mort de 4 individus depuis le 4 novembre sur le canal de la Patte-d'Oie. Finalement, leur corps a été découvert ce matin. Une nouvelle qui s'est propagée comme une poussière. Aussitôt alerté, les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, la population ont pris d'assaut les lieux. Moment saisi par le président de la COSEAD pour indexer les parents. Vous savez, les parents sont toujours responsables de l'errance des enfants. Même s'il y a des seconds ou troisième ou quatrième responsables, mais le premier responsable, ça ne peut être qu'un parent. Parce que parmi les missions d'un parent, quand même, c'est de veiller à l'éducation de son enfant, c'est de veiller à ce que l'enfant reste à domicile. Selon toujours lui, il s'explique. Les raisons des fugues des enfants sont multiples. Si je me mets à les énumérer jusqu'ici, on n'en quittera pas. Chaque enfant a un motif différent de l'autre enfant. Un enfant peut quitter dans la rue parce qu'il a été justement frappé par un parent. Il a peur d'être frappé. Mais un enfant peut sortir de la rue parce que uniquement il se rend compte qu'il ne mange pas à sa faim. Un enfant peut quitter dans la rue parce qu'on lui a imposé quelque chose qu'il ne veut pas. Si vous voulez dire, il faut que vous soyez menuisier, que vous le voulez ou que vous ne le voulez pas, et que l'enfant ne veut pas être menuisier, il peut chercher à aller ailleurs. Alioune, Satouba, Fallou et Babacar, tous des enfants ont péri sur l'incident du 4 novembre 2018 sur le canal de la Patte-d'Oie. Après plusieurs fouilles et recherches, les soldats du feu n'ont retrouvé que 2 corps. Reste à l'État de prendre ses responsabilités pour évacuer et recaser les enfants pour une bonne insertion. Restons toujours dans ce chapitre où l'international sénégalais Alioune Badara Kébé indexe les autorités d'être le responsable de cette situation. Selon lui, l'État n'a rien fait pour venir en aide à ses enfants. Pour rappel, Alioune Badara Kébé a une structure qui aide mais aussi accompagne les jeunes de Grand Yoff à s'insérer. Suivons Alioune Badara Kébé au micro de Djibril Dem. démb fanaan si siège bi il paraît que ay 2 heures 3 heures la ñëw
Depuis des années, je m'occupe des enfants qui sont au niveau de la Patte d'Oie. Je les récupérais afin de les réinsérer dans la société. À chaque fois que je les rends visite ou leur amener de quoi manger, je ne trouve que de blancs qui les soignent. Je n'ai jamais vu des Sénégalais ni des infirmiers qui sont à leur secours. Tout le monde y passe, même le chef de l'État et autres autorités les connaissent. Ils sont là depuis plus de 20 ans car c'est le refuge des enfants de la rue. Ici à Dakar, des fois ils quittent le centre social pour aller se refugier sur les tunnels de la Patte d'Oie ou le stade Léopold Sédar Senghor pour y passer la nuit. Les autorités les connaissent tous mais n'ont jamais aidé ces enfants. Les Sénégalais sont des médecins après la mort. Ils n'aident personne en cas de besoin. Ce matin, il y avait un monde fou et pourtant, il y a 2 mois, quand j'ai demandé à Fallou les noms de ces dernières, il m'a répondu qu'il ne les a pas vus. Et je me suis dit qu'ils sont décédés. Aujourd'hui, j'ai parlé avec la police, le préfet, pour leur dire que ce ne sont pas 2 personnes, mais 4 personnes qui ont perdu la vie. Et c'est anormal. Il faut que l'État vienne en aide à ces enfants. Parce que l'avenir de demain appartient aux enfants. La 3e conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique a démarré ce matin au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Pour cette présente édition, le thème retenu est émergence, secteur privé et inclusivité. La rencontre a été présidée par le président Macky Sall et en présence de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta et des premiers ministres de la Malaisie et de la Côte d'Ivoire, Amadou Gon Coulibaly. Je vous propose de suivre ce récit. Démarrage à Diamniadio de la conférence sur l'émergence de l'Afrique. La 3e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, CIEA 3, s'est ouvert ce matin au Centre international de conférence Abdou Diouf Sika de Diamniadio sous la présidence du chef de l'État Macky Sall et en présence de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. La rencontre a également enregistré la présence des premiers ministres malaisiens et ivoiriens Mahathir bin Mohamad et Amadou Gon Coulibaly, le président de la Banque africaine de développement, et plusieurs ministres africains et européens assistent également à cette 3e édition de la CIEA. Cette rencontre de 2 jours est organisée par le gouvernement du Sénégal en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Elle a pour thème émergence, secteur privé et inclusivité. Dans un communiqué du ministère sénégalais de l'économie, souligne que le débat sera focalisé sur l'engagement du secteur privé national dans le cadre d'un dialogue et partenariat public-privé fécond comme condition nécessaire pour la réussite et la mise en œuvre des plans d'émergence africains. Dans cette perspective, la conférence traitera aussi des modalités pour rendre cette émergence plus inclusive et s'assurer qu'elle valorise les opportunités économiques des territoires. Elle vise également à approfondir le débat sur la robustesse de la croissance, l'inclusivité dans les plans d'émergence en Afrique à travers notamment un meilleur positionnement du secteur privé soutenu par de solides partenariats avec l'État pour favoriser une croissance forte, résiliente, inclusive et qui favorise les potentialités de tous les territoires. Les 2 premières éditions s'étaient tenues en 2015 et 2017 à Abidjan. Elles avaient été l'occasion pour les dirigeants des pays africains, les experts nationaux et les partenaires techniques et financiers d'analyser les différentes trajectoires d'émergence et d'approfondir les problématiques autour des thématiques retenues. Pour rappel, la conférence se poursuit ici à Dakar jusqu'au 19 janvier. Le Sénégal se transforme à grands pas avec le président Macky Sall. Des bâtiments de grand standing modernes poussent comme des champignons à Dakar, mais surtout au niveau du pôle urbain de Diamniadio. Une situation qui met le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Le récit est signé Khady Badji. Le Sénégal connaît de profondes mutations avec le président Macky Sall. Si la dynamique de ce changement a été enclenchée par le régime libéral avec Maître Abdoulaye Wade depuis son départ, les transformations ne font que se multiplier avec son successeur Macky Sall. En 2009,
Diamniadio n'était qu'une forêt peuplée de baobabs. 10 ans après, il est devenu une ville avec des bâtiments et des constructions de grand standing qui y poussent comme des champignons. En attestent les réalisations faites sur le site avec l'érection des sphères ministérielles installées par le gouvernement pour décongestionner Dakar. Ce qui fait de Diamniadio aujourd'hui un pôle urbain avec des installations de dernière génération qui met le Sénégal sur les rampes de l'émergence. Ainsi, le pont qu'on appelait Sénégal 92 est devenu aujourd'hui l'échangeur de l'émergence. Ce pont, qui donne une image reluisante à la commune de Padoua, participe à la mobilité et à la fluidité du trafic au grand bonheur des populations. L'innovation de taille du président Macky Sall est l'arrivée du train express régional qui prendra le relais du train bleu tout en permettant aux habitants de la banlieue et de Dakar de voyager dans de meilleures conditions sans perdre de temps. Une chose est sûre, avec le président Macky Sall, le Sénégal se transforme doucement et sûrement. La page internationale porte la signature de Alioune Badara Dieng. Au Kenya, 24 heures après la fin de l'attaque d'un complexe hôtelier revendiqué par les islamistes sebab somaliens, la fouille du bâtiment se poursuit à Nairobi. Entre mardi et mercredi, il a fallu plus de 20 heures aux forces de sécurité pour en déloger le commando. Le dernier bilan de l'attaque est de 21 morts. La sécurité à la frontière somalienne a été renforcée pour empêcher la fuite d'éventuels complices. La police a annoncé l'arrestation de 2 suspects, l'un à Ruaka au nord de Nairobi où un des terroristes aurait vécu avant l'attaque. L'autre aurait été interpellé à Iceflag, un quartier de la ville. L'organisation Human Rights Watch demande aux autorités d'éviter tout abus durant l'enquête. Dans un communiqué, les Sebab ont confirmé avoir tué 50 infidèles, ajoutant que le nom de cette attaque était Jérusalem ne sera jamais judaïsé. L'attentat est une réponse aux remarques idiotes de Donald Trump et à sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, dit le texte. La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, demande le maintien en prison de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé le temps qu'elles reçoivent et examinent les motivations détaillées des juges concernant l'acquittement. Mardi dernier, les juges avaient en effet prononcé l'acquittement sans donner l'intégralité de leurs arguments. Les avocats de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé ont jusqu'à la mi-journée de ce jeudi pour faire parvenir leurs arguments. Ensuite, les 5 juges de la chambre d'appel vont examiner ensemble ce dossier. Comme il s'agit d'une procédure d'urgence, il est fort probable que leur décision soit connue assez rapidement. S'ils suivent sa requête, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé resteront en détention dans le centre de Scheveningen. À l'inverse, si les 5 juges rejettent appel et confirment la remise en liberté, le greffe pourra reprendre son travail pour préparer la logistique de la libération des 2 responsables politiques ivoiriens. Dans tous les cas, cet appel ne remet pas en question l'acquittement de ces 2 personnes. Au Ghana, un journaliste d'investigation a été abattu par balle ce mercredi soir alors qu'il rentrait chez lui à Accra. Ahmed Hussein participait à une vaste enquête sur la corruption dans le football africain. Il faisait partie de l'équipe de reporters infiltrés par le célèbre journaliste Anas Aremaïwan Anas. Pour le moment, la police n'a pas encore identifié l'auteur de cet acte, mais la sécurité de Ahmed Hussein n'était pas totalement garantie. En effet, un député ghanéen du parti au pouvoir, Kennedy Agyabon, avait récemment diffusé sa photo à la télévision nationale, promettant une récompense à qui le passerait à tabasser. Le journaliste avait d'ailleurs déposé une plainte. Rappelons que ces journalistes avaient utilisé des caméras cachées pour piéger des dizaines d'arbitres et plusieurs dirigeants de la Fédération ghanéenne de football, y compris son président, qui se voyait proposer des pots de vin. Suite au scandale, plus de 50 arbitres étaient suspendus par la Confédération africaine de football. Ça n'est tout pour cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée.